Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à l'atelier numéro 4 donc sur la valorisation des collections patrimoniales. On a eu envie de faire cet atelier parce que demain il y a déjà une table ronde sur le fait de faire vivre les collections patrimoniales, mais il n'y a pas parmi les intervenants des bibliothécaires, donc on s'est dit que c'était important aussi d'avoir les retours de bibliothécaires. Moi je suis Légine Lemancel, je travaille à la médiathèque musicale de Paris, au sein de l'équipe de la médiation et de l'action culturelle. Et je vais être entourée dans cet atelier de Guillaume Virentin, qui est juste là, qui travaille à la bibliothèque municipale de Tours, de Damien Poncet, qui travaille actuellement qui est chargé de la communication externe pour les bibliothèques de la ville de Paris. Il va intervenir parce qu'il était également à l'équipe de la médiation et de l'action culturelle de la médiathèque musicale de Paris. Et il va y avoir aussi Anne Tricard qui est en train d'entrer, qui travaille à la bibliothèque francophone multimédia de Limoges. On se met avec toi. Quand vous préférez, ouais, moi je veux bien, parce que vous voulez venir, c'est comme vous voulez. Est-ce que Guillaume, tu veux commencer si ça te dit Non, enfin comme tu veux. Ouais. Je m'adapte. Après le but c'est qu'on puisse parler aussi tous ensemble, donc n'hésitez pas à intervenir. Et s'il y a des personnes qui veulent aussi faire part de leurs expériences, voilà, c'est bienvenu. Hein. Nous, on va lancer quelque chose comme ça, mais n'hésitez pas en tout cas à également partager ce que vous faites aussi dans vos bibliothèques. Donc, Guillaume, tu commences, je te mets sur le PowerPoint. Est-ce que c'est... Attends, parce qu'on n'est pas en train de... Il est 50. C'est à quelle heure? Non, ça peut voir. Non, parce que... Voilà, Mais on était... Bonsoir, bienvenue à l'atelier numéro 4, en toute objectivité le meilleur des 4. Alors, moi je suis le petit pousset des personnes qui sont alignées derrière cette table. Je vais pouvoir rebondir sur ce qui a été dit dans la table ronde qui précédait l'Assemblée générale, lorsqu'il a été question des bibliothèques municipales classées. La bibliothèque municipale de Tours, elle est classée, elle a une section patrimoine qui est dirigée par un conservateur détaché de l'État. Néanmoins, le classement ne concerne pas les collections sonores. Pour autant, nous avons un fonds autoproclamé patrimonial en documents sonores analogiques, et également en ce qui concerne la scène locale Tourangelle. Ce sont des fonds que nous avons sortis des cartons à la force du poignet, dans le premier cas, et dans le deuxième cas, celui de la scène locale, où nous avons estimé qu'il était temps de créer un fonds de conservation, parce que, étant donné le lien très particulier, historique de Tours avec la musique, qui remonte, si on veut, à la Renaissance, il y a eu quelques trous entre la Renaissance et les années 50, où la vie musicale a un petit peu repris, on va dire. Mais néanmoins, voilà, pour une commune de cette importance, la vivacité, la diversité de la scène locale ont peu d'équivalent en France. Ce qui fait que nous avons un fonds de documents sonores analogiques qui a deux faces. Il y a le fonds vraiment patrimonial en tant que tel, qui reprend les collections qui ont été montées entre 57 et 89. C'était une des toutes premières collections de documents sonores proposées en bibliothèque publique en France. Le travail qui sous-tend un petit peu toutes les actions qu'on mène autour de ce fonds, c'est une initiation à l'apprentissage de l'écoute, une notion qui est abordée en conservatoire mais pas suffisamment à notre goût. La musique, l'écoute musicale, elle se travaille exactement comme on travaille un instrument. Il s'agit de donner des clés de compréhension et de décryptage pour pouvoir analyser et élargir son horizon musical à d'autres musiques. En plus de ce fonds-là, nous avons un fonds dit récent qui a été monté donc depuis 2018 et qui s'accompagne de services comme des prêts de platine par exemple. Et là, c'est un fonds qui se veut très complémentaire de ces collections patrimoniales, dans lesquelles également on a des failles ou j'ai envie de dire des solutions de continuité, des genres musicaux très peu représentés, pour des raisons plus historiques qu'esthétiques, encore que. Donc là, on a beaucoup de choses en musique du monde, en électro, en musiques actuelles, et c'est un fonds là aussi sur lequel il y a un axe de travail très précis, très recherché, qui est découverte du support, de ses spécificités d'usage, d'écoute,
et découverte d'autres musiques, ce qui explique voilà, qu'on a beaucoup d'indépendants, des sorties japonaises et également des ovnis comme la musique de Mathieu Herbert. Pour donner un exemple de ce qu'on a en fond patrimonial, j'ai des clips audio, mais on va peut-être pas les écouter histoire de gagner du temps. À gauche, vous avez Louis Le Morillon, chanteur tourangeau, donc qui est peut-être notre plus ancien disque de scène locale, qui remonte à 51, je pense. Et il est à mi-chemin du chansonnier et du comique troupier. C'est une énigme métaphysique parce que, alors même qu'on a des partitions de ces chansons qui ont été éditées, il est très difficile d'avoir des infos sur ce monsieur. Et à droite... ok, d'accord. L'énigme métaphysique qu'on peut écouter, moi je veux savoir ce que c'est. Hein. Alors, vous verrez que en termes de justesse, c'est très intéressant, mais en termes de rythme, ça n'est pas moins intéressant non plus. Oh. Non, c'est moi qui suis pas... Elle est partie. C'est la samba d'Angèle, la danse avec sa belle, dans un mouvement merveilleux, sur le cadre de deux à deux. On se sourit l'un et l'autre, on ne s'occupe pas des autres, on est heureux et content, toujours le même mouvement. C'en est ainsi. Voilà. Il est tout seul avec sa grappe. C'est bien. Et voilà, oui, il était. Alors Saint-Symphorien, c'était un patelin qui a été réuni à la ville de Tours à la fin des années 50. Et donc à droite, on a un disque, un 78 tours d'une série qui est connue, qui est documentée, puisque c'était les ingé-sons de Becca et Odéon qui ont fait à la fin des années 20 une tournée ethnomusicologique de collectage à Bali, Java et Sumatra. Et ces enregistrements-là, qui étaient destinés au marché balinais, ce qui était une connerie évidemment, il en subsiste assez peu d'exemplaires. Néanmoins, l'Occident a découvert la musique balinaise grâce à ces enregistrements, et en particulier des musicologues et compositeurs comme Colin McPhee, qui, voilà, lui, il a découvert la musique de Bali avec ces enregistrements-là, qui sont extrêmement rares, qui ont été... alors il y a un coffret 5 CD qui a été réédité par un ethnomusicologue canadien chez le label Arbiter, mais il n'a pas tout, et on a sur nos quelques 78 tours, on en a 3 qui ne figurent pas dans cette anthologie. Donc ceux-là, ils font partie des plus rares qu'on ait dans notre fonds. Ils témoignent en plus d'une époque de transition à Bali entre les anciens styles Jegog et l'arrivée du style Kebiar. Ça faisait 6-8 ans qu'il s'était imposé dans Bali, et voilà, cette période de transition, elle est documentée par ces disques, parce que ça ne ressemble ni à l'ancien, ni au nouveau style. Alors après, il y a les limites du 78 tours et de l'enregistrement en plein air, c'est-à-dire que toutes les fréquences graves, elles sont gommées. Donc là, on entend très peu la colotomie, c'est-à-dire l'ensemble des gongs qui structurent la musique et les tambours qui dirigent ouais, voilà, ouais. Ça, c'est très peu. Voilà, restauré par Carl Verdo de la médiathèque d'Orléans, quand même. Oh. Voilà, donc après la voie royale pour la médiation sur ces disques, c'est un peu ce que je viens de faire, c'est-à-dire raconter des histoires. Voilà, il nous raconte une histoire qui nous permet de partager des notions relatives à l'évolution de l'écriture de la musique, de son enseignement, de son interprétation, évolution des factures instrumentales et donc des techniques de composition, et aussi voilà, d'aborder des points d'acoustique, enfin voilà, des notions complexes, mais qu'il est plus facile de faire passer grâce aux histoires qu'on raconte. Donc voilà, c'est des écoutes thématiques. Donc là, à gauche, c'était la promo pour un thème sur les femmes musiciennes et compositrices et interprètes. Également des émissions de radio, on intervient hors les murs sur les radios locales.
dans le cadre de Bourse au disque, où là, l'exemple que j'ai pris, c'était à la bibliothèque, et on avait fait intervenir le directeur de l'Opéra de Tours et la programmatrice musicale du Temps Machine, qui est notre SMAC local, qui sont venus, comme dans les émissions d'Alcaline, fouiller dans nos réserves, et en extraire leurs pépites qui nous commentaient. Alors voilà, là c'est le côté valorisation de la scène musicale locale. Donc là vous voyez le fonds de conservation, donc c'est un work in progress, hein, c'est pas très glam, mais voilà, ça montre que quand même il y a du boulot. Et puis en plus de ce travail d'archives, de collectage et de catalogage, on propose en lien avec tout un ensemble de partenaires sur le bassin tourangeau une soirée annuelle où on décerne plusieurs prix qui se passent dans la fameuse SMAC dont je vous ai parlé, et c'est un prétexte en quelque sorte pour parler des groupes locaux, de l'action des bibliothèques autour de la valorisation de leur musique et de la construction un petit peu du patrimoine de demain. Sachant que pour le Covid, on n'a pas pu faire de soirée. On a fait une vidéo sépulcrale parce qu'il était essentiel de soutenir à ce moment-là les musiciens, parce que si en 2021 on ne les soutenait pas, ça ne servait à rien de les soutenir autrement. Et l'année suivante, donc en 2022, quand on a pu refaire une soirée avec des vrais gens dans un vrai lieu, jamais je n'ai vu autant d'artistes de la scène musicale venir jusqu'à nous et nous témoigner de l'intérêt et de l'affection qu'ils avaient pour ce dispositif qu'au bout de plusieurs années, ils avaient identifié et qu'ils appréciaient. Donc là, on a récemment, c'est-à-dire l'hiver dernier, réalisé une opération un petit peu plus ample qui synthétise un petit peu tout ce qu'en l'état actuel des choses on peut pouvoir faire autour de ce patrimoine vivant, à savoir la mise en valeur d'un don qui nous a été fait par d'anciens disquaires tourangeaux qui sont désormais à la retraite, mais qui ont eu pignon sur rue pendant presque 20 ans, et dont l'histoire est très symptomatique de la vie et survie des disquaires indépendants face aux grandes enseignes. C'est une histoire qui maintenant, via les mésaventures de Gamme, notre fournisseur historique, ont toujours des résonances et une actualité dans notre métier, quoiqu'elle soit légèrement différente, mais le fond des problèmes reste le même. Et donc là, à travers une exposition qui témoignait de la vie de cette boutique, de la constitution de ce fonds, de ce don qui nous a été fait, nous permettait de mettre en valeur ces nouvelles collections et de les présenter. Donc on a eu une soirée vernissage avec un set de jazz. On a quand même eu 120 personnes, ce qui n'était jamais vu à la bibliothèque. Cette exposition qui présentait les ressources qu'on proposait. Il y a un volet plus patrimonial sur du 33 tours et un volet en accord toujours avec les donateurs sur les CD, importante collection de CD qui alimente petit à petit notre collection, et depuis qu'on a un bac dans nos étagères nouveautés, ça ne désemplit pas. Donc c'est vraiment des choses qui intéressent. Les projets, désormais, c'est de mettre à disposition des fonds plus larges de ce fonds patrimonial, mais pas simplement en mettant un bac de 50 vieux vinyles au milieu de notre salle avec plein de disques neufs. J'essaie actuellement de pouvoir trouver des modalités qui permettraient de faire venir de façon ponctuelle dans un étage qui est un étage de réserve, donc pas fait pour accueillir du public, mais néanmoins faire venir les gens qui voient l'ensemble de la collection, parce que c'est là que ça frappe. On a quand même 8000 documents, il y a de quoi s'amuser. Et voilà, leur permettre de faire un choix sur place et un catalogage express, le temps qu'ils puissent emprunter ces disques-là. Et puis il y a également une résidence en préparation avec un ensemble tourangeau qui travaille autour de la musique contemporaine pour donner des clés de compréhension à la musique contemporaine, et qui est très intéressé par ce fonds patrimonial, et qui, en lien avec la compositrice et chercheuse Linny Liao, travaillait sur ces ressources, et voilà, permettre d'en extraire encore d'autres choses. À l'heure actuelle, l'essentiel de mon travail, c'est de prendre mon bâton de pèlerin
et de faire connaître ces collections sur Tours, parce que voilà, il y a des institutions, ne serait-ce que le conservatoire, le centre d'études de la Renaissance et les écoles de musique actuelle, qui pourraient tout à fait voilà, trouver du grain à moudre dans ces collections. Et donc ce qu'il faut, c'est qu'ils sachent simplement qu'elles existent. Et je vous ai laissé mon mail à toutes fins utiles si vous voulez en savoir plus. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui ont des expériences un petit peu sur la scène locale aussi, ou sur l'apprentissage de l'écoute, qui peuvent enrichir un petit peu Alors moi je peux témoigner d'une chose qui est en train de se passer sur Angers. Alors, je suis au Pontet, c'est en périphérie d'Angers. Ça ne vient pas forcément des pouvoirs publics, puisque ça vient du Shabada, qui est donc la SMAC de Angers, qui à l'occasion de ses 30 ans qu'elle a fêté l'année dernière et qui se poursuit un peu cette année, a référencé sur un site qui s'appelle Club 49 l'intégralité, ou en tout cas elle tend vers l'exhaustivité, des vidéos trouvables sur YouTube des groupes et artistes locaux depuis 30 ans, et qui fait une base de données formidable et que je trouve extrêmement pointue et assez appréciable en fait. Ça permet de connaître une bonne connaissance du territoire en général. Voilà. Ça me paraît être un peu dans le prolongement. Oui, c'est tout à fait. Et est-ce que la bibliothèque contribue d'une façon... Absolument pas. D'accord. Ouais. C'est une initiative. C'est juste, alors, moi je suis pas à Angers, mais je suis en périphérie. Ouais. Il y a une exposition itinérante qui va sur plusieurs bibliothèques qui présente les 30 ans de la vie du Shabada, à laquelle pour le coup la bibliothèque pour laquelle je travaille participe, et on met en valeur, en avant ce Club 49 en fait. Ok. C'est vrai qu'utiliser les outils internet, ça devient une nécessité en plus de nos catalogues. Alors sur Discogs, en reprenant la collection de vinyles de zéro, à chaque fois que je cataloguais quelque chose, je l'ajoutais à une collection Discogs, ce qui nous a donné une visibilité à l'international chez des chercheurs ethnomusicologues. Mais sur la scène locale, par exemple, j'y ai renoncé parce que ça faisait trop de rétrospectifs et c'était c'est trop fort. J'ai une question. Tout à l'heure, vous avez dit que vous prêtiez des documents patrimoniaux. Nous, quand tout le patrimonial ne se prête pas, on le garde soigneusement en magasin. Alors, oui, il y a des alors le BK que je vous ai montré, je le prêterai pas. Les pressages tests de Yehudi Menuhin que j'ai, je les prêterai pas non plus. En revanche, il y a d'autres portions de ce fonds, alors qu'on dit patrimonial, mais c'est pas parce que c'est du vinyle et que c'est des années 70 que c'est plus patrimonial qu'un CD des années 80. Tout dépend de si ça a été réédité ou non, de la qualité de la réédition, de la difficulté à le retrouver, quel que soit le support. Et il y a de larges pans de cet ensemble qui n'ont pas vocation à être catalogués en priorité, parce que leur intérêt il est mineur par rapport à d'autres documents qu'on a à traiter en priorité dans ce fonds-là. Et pour autant, je pense qu'aussi, il n'y a pas tellement de risques à les prêter, pour ces raisons-là aussi, sachant que c'est un risque maîtrisé, qu'il y a déjà eu des précédents. On a prêté plusieurs disques de ce fonds dans des conditions particulières. Il y a une fois, c'était pour un groupe qui était en résidence à Orléans et qui, dans le cadre de cette résidence, voulait illustrer une conférence uniquement avec des supports analogiques. Et d'autres fois pour des particuliers, mais on a sorti le prêt des recommandations d'usage. Et en plus là c'était sur des exemplaires qu'on avait en doublon. Donc voilà, disons que le risque il est calculé et mesuré. Ok, bon, on va continuer un petit peu. Donc moi je vais vous parler plutôt de la médiathèque musicale de Paris. On échange. Vous voulez que je vous dise quelques mots sur le fond de la médiathèque musicale? Ouais, quand même. Donc il y a un fonds d'archives qui comprend 150 000 vinyles, 12 078 tours, des partitions à feuiller, des revues, voilà, qu'on conserve, mais on n'est pas dans une conservation non plus complètement stricte comme à la BNF. Par exemple, on a 80 000 CD aussi qui sont dans les archives, mais qu'on prête également. Voilà. Et pareil, les vinyles, en fait, on s'en sert beaucoup, les artistes s'en servent. Enfin, c'est vraiment une collection qui reste vivante, même si elle est censée être conservée. C'est quelque chose qui est en fait consultable sur place, à la demande, voilà, qui vit vraiment pas mal. Moi, je vais vous parler d'une expérience qu'on avait fait justement avec Damien.
Donc c'était avec le musée Tchernouski, qui est le musée des arts asiatiques de la ville de Paris. On est intervenu pour le week-end famille, donc c'était une expérience qui s'adresse vraiment à un public familial, mais que j'aime bien parce que c'est à la fois ça peut marcher pour les enfants, mais aussi pour des gens qui sont spécialistes. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Hop. Donc voilà, en fait on est parti. Henri Tchernouski, c'est la personne qui a fondé ce musée et qui était parti en Asie, qui a fait tout un voyage pour apporter toutes les pièces du musée. Et il est parti avec un ami à lui qui s'appelle Théodore Duré, qui a écrit un récit de voyage. Donc on a eu l'idée pour ce week-end famille de faire un récit qui durait 30 minutes, donc inspiré du livre du récit de voyage, et de l'illustrer en live avec des collections patrimoniales, avec les vinyles notamment. Donc illustrer toutes les musiques dans tous les pays où il passait, les villes, etc., mais aussi tous les bruitages. Je peux vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Hop. Je sais pas si on entend très bien. Est-ce que je peux mettre plus fort ? Donc là, par exemple, on voit le Bouddha qu'il a ramené du Japon. Et on explique quand il a été, on entend Le lendemain, on fait venir manœuvres et ouvriers pour emballer le Bouddha et l'envoyer jusqu'en France. Vous voyez ici, il y a tous les vinyles en fait qu'on a passés. C'est intéressant parce qu'il y a des choses qu'on ne trouve pas du tout en ligne. Et on a essayé de faire un vrai travail fouillé pour trouver les musiques qui pouvaient le plus correspondre. La découverte du Japon ne saurait être complète sans goûter au plaisir de la culture. De passage à Kyoto, nous assistons à une pièce de théâtre. C'est Damien qui récite, voilà. Ne vous imaginez pas aller au théâtre comme vous le feriez sur le boulevard parisien. Non. Les représentations commencent soit au milieu de la nuit, soit à l'aube du jour. Surprise sur scène, tous les rôles sont tenus par des hommes, même ceux des femmes. Peut-être vous avancer un peu. Une douce mélodie accompagne ces histoires, et les décors se succèdent grâce à un plancher tournant. Ouais. Du coup, ouais, j'ai passé 25 disques en fait en tout sur la demi-heure. C'était assez minuté, il fallait à chaque fois repérer le bon moment, etc. Un chanteur complète l'orchestre. Il commençait son voyage, en fait, il y avait le récit de voyage qui a été adapté par le musée Tchernouski, par la chargée de médiation du public, qui a fait une version abrégée. Bon, c'est un peu un récit géographique à la gloire du créateur, qui était un banquier, qui a fui la commune, donc là aussi un peu... qui volait un peu tous les trucs qu'il trouvait intéressants. Voilà. Il est allé 2 ans, ils sont partis 2 ans, et donc il a chiné, il a fait renvoyer Chine, Japon, Vietnam, et il a fini en Inde. Ouais. Nous on a choisi d'illustrer, et on s'est bien amusé à le faire, mais c'était aussi une façon de valoriser tous ces disques, à la fin on en parlait. Et aussi, on a beaucoup utilisé, ça c'est toi des disques d'illustration sonore, parce qu'en fait c'est un récit et il galope, donc on va peut-être comprendre les droits de... On va voir la charrette peut-être un moment. On n'entend pas très bien. Et donc c'était avec les illustrations aussi prises dans le musée, les estampes, etc. Jeté de droite à gauche, contre les barreaux de la charrette, soulevé de haut en bas, en avant, en arrière, tout est retourné. La tête, voilà, le cœur, vous avez compris le principe, je vous montre juste donc la liste. Ça c'était un peu notre document de travail, voilà, donc à chaque fois on repérait hop, tous les extraits qu'on a utilisés, et après on avait donné aussi aux gens la discographie. Donc c'est marrant parce que ça a vraiment autant touché les familles, les enfants, que des gens qui étaient beaucoup plus spécialistes en musique, qui étaient très contents du coup de trouver des choses. Enfin, nous on a vraiment trouvé des trucs hyper intéressants, quoi. C'était vraiment important de montrer, on les a affichés avec les étiquettes de travail, les disques à la fin, parce qu'après ils disaient mais c'est quoi ce morceau. Après on a essayé de trouver des choses qui correspondaient vraiment le plus possible. Alors, pas forcément à l'époque, parce que voilà, c'est des enregistrements des années 50, plus vieux, et là on parle du 19e siècle, mais c'est des musiques traditionnelles qui sont... Des fois même à la ville on a réussi à trouver des trucs sur voilà. la ville qui traversait. On
a choisi des choses qui nous plaisaient, des éditions intéressantes, ça nous permettait de parler d'ethnomusicologie, de plein de choses. Là où ça amusait aussi les familles qui sont venues au spectacle, qui sont parties. Ouais, je trouve ça super intéressant ce que vous avez fait, puis il y a un gros travail de recherche. Est-ce que vous avez réussi à quantifier à peu près le temps de préparation que ça vous a pris C'était assez long. C'était assez long. C'était assez long. Ça a même pu nous être reproché. Ouais. Alors après, par contre, c'est quelque chose qu'on peut refaire plusieurs fois, et je pense qu'avec un peu d'expérience, en fait, on avait même eu l'idée à un moment de l'enregistrer, pourquoi pas du coup pouvoir le diffuser. La première fois qu'il a voilà, c'est c'est ça. vrai que ça a l'air de prendre pas mal de temps à mettre en place. Ça a pris pas mal de temps, mais pas tant que ça non plus. Pas tant que ça. Franchement, Après, c'est aussi parce qu'à la médiathèque, on a une équipe de 4 sur l'action culturelle, Ouais. donc c'est un peu notre. On gère pas un fond, on travaille sur des projets comme ça. Là, ça faisait sens aussi parce que c'était un partenariat avec un des musées de la ville de Paris. Donc ça fait pas partie de la direction des affaires culturelles, c'est des cousins on va dire, mais c'est quand même dans l'écosystème parisien et ça participe aussi. Par exemple, c'est présenté aujourd'hui quand on fait des rapports sur l'ENU, l'éducation aux médias et à l'information, non l'EAC pardon, l'éducation artistique et culturelle, c'est présenté comme un des projets de l'EAC, des bibliothèques de la ville de Paris, parce qu'en effet on a touché des familles dont des enfants. Ouais. Pour le coup, c'est vrai que ça peut être rejoué, enfin, une fois que c'est prêt. Et le principe aussi peut être réutilisé, en tout cas sur plein de récits, quoi. En fait, c'est vrai que de raconter une histoire comme ça en intégrant les collections patrimoniales, du coup, il y a vraiment. Enfin, du coup, elles vivent autrement, quoi. Elles s'inscrivent dans une autre création. Ça en fait beaucoup à la médiathèque musicale d'essayer de faire en sorte que ces collections deviennent autre chose aussi. On l'a fait aussi avec des enfants sur un rap, on utilisait les versions instrumentales. En fait, on a un fond de maxi vinyle des années 90 et on a pu utiliser les versions instrumentales pour faire écrire des raps aux enfants qu'on a fait enregistrer en studio. Enfin, on essaie de les faire revivre autrement, de leur donner... Alors ça, c'est nous, la façon dont on les a utilisés, mais on a aussi régulièrement, on fonctionne par cycle thématique. Pendant longtemps, on a fonctionné comme ça. Et on invitait à chaque fois, pendant plusieurs mois, un artiste en lui proposant de s'emparer des vinyles, de faire une création. Donc il fallait trouver la personne qui accepte sur des tarifs en plus raisonnables. Mais on a toujours trouvé. Et à chaque fois, ça donnait des créations de musiciens électroniques qui ont fait quand tu disais des sons d'animaux pour faire une création de musique électronique. C'est un musicien qui s'appelait Moonkopf, un musicien qui s'appelle Sourdure qui revisite les musiques traditionnelles françaises via des processus électroniques, a utilisé des disques de collectage qu'on avait qu'il ne connaissait pas et il nous a présenté comment il travaillait. Donc nous on les utilise comme la matière, c'est du patrimoine, mais c'est aussi un outil de travail. En fait, en faisant un outil de travail, on en fait un outil de médiation. C'est un peu l'idée. Tu vas enchaîner sur les remixes peut-être du coup dans la même idée ou... Ouais, enchaîne. Donc le DIN, vous disiez, on a donc un fond de vinyle, on a aussi un fond de 78 tours. Et Gilles Pierret, qui était, alors je ne crois pas qu'il soit dans cette salle aujourd'hui, qui était le directeur de la médiathèque musicale de Paris, a été à l'initiative de la numérisation de la plupart de ces 78 tours, qui sont aujourd'hui en ligne, écoutables sur le... écoutable en ligne sur le portail spécialisé des bibliothèques de Paris. Donc c'est un portail, alors j'aimerais bien aller sur internet. Pendant on attend, combien de platines de vinyle vous avez utilisé pour cette... Deux. Il en faut deux. On avait une table de mixage qui n'était pas hyper adéquate. En fait, il aurait mieux valu une petite mixette. Nous, on avait notre grosse table de mixage. C'était pas hyper facile, mais deux, ça suffit. Et tout équipement que vous avez utilisé, micro, sonorisation, platine, ça c'est à vous? Ouais, les platines, c'était à nous. La table de mixage aussi. Par contre, la sonorisation, là, c'était dans l'auditorium du musée. Ça c'était au musée? Oui. Tout ça c'était dans un... donc c'était au musée de Tchernouski, c'était dans le musée, qui est le musée des arts asiatiques de la ville de Paris. Alors on n'était pas dans les collections, parce que... Non, on n'est pas loin. On n'était pas loin, mais donc il y a notamment un grand Bouddha qui est très impressionnant. C'est ça qui est intéressant, c'est que les gens pouvaient voir les collections en même temps que c'était raconté quand il allait chercher les trucs, pendant le
après, vous pouvez faire le tour du musée. Et c'est un musée où, donc, sur les arts asiatiques, la musique est très représentée parce qu'en fait, il y a beaucoup de pièces qui sont issues de sculptures qui accompagnaient, notamment une salle, des tombeaux. Et en fait, les musiciens et les musiques sont souvent représentés, accompagnés. On avait déjà travaillé avec eux en faisant, en fait, devant chaque œuvre aussi, ils pouvaient scanner quelque chose et écouter. Par exemple, il y avait une représentation, je sais pas, de quelqu'un avec le shamisen ou quoi, du coup, hop, je pouvais écouter dans les collections de la médiathèque, il y a tout un parcours aussi que je pouvais faire. Et pour votre team, c'est normal que vous déplacez avec votre musée, avec votre bibliothèque, avec votre... Ça, c'est votre d'habitude Ça dépend des directions. Voilà, ça dépend. Là, c'était normal jusqu'à présent, ça l'est un peu moins, c'est un peu moins évident maintenant, mais voilà, ça a pu... en fait, on a été beaucoup poussé à le faire pendant longtemps. Justement pour faire diffuser les collections, que la médiathèque sorte de ces deux, soit valorisées dans des musées, dans des écoles extérieures. La ferme de Paris, on a intervenu aussi dans une ferme, Namia a fait une balade ethnomusicologique à la ferme avec les chants justement autour de l'agriculture, etc. On a fait pour les enfants beaucoup à la ferme de Paris aussi des contes en musique, mais on le fait moins. Excusez-moi, vous êtes chargé de ça en fait, c'est ça, c'est votre nous, c'est médiation et action culturelle. Voilà, c'est ça, ouais. Vous ne gérez pas des collections en fait. Non. Non. Moi, je suis plus. Une des raisons pour laquelle on parle un peu au passé, c'est que depuis un an, j'ai changé de poste et je ne suis plus à la médiathèque musicale, je suis en service central. Mais on l'a fait pendant. Moi, je suppose pendant 10 ans, on l'a fait pendant 4 ans à peu près ensemble. Voilà, moi j'étais sur un poste en fait qui était une création de poste à l'époque de médiation numérique. Donc, ça va faire le lien avec ce que je vais vous présenter maintenant. Donc médiation numérique, ça veut dire plein de choses suivant les établissements. Nous, c'était vraiment, comme j'étais dans le pôle action culturelle, c'est médiation numérique, enfin médiation culturelle via des outils numériques. Donc gestion des réseaux sociaux et puis s'emparer des outils numériques pour faire de la création de contenu, pour valoriser. Donc très concrètement, c'est des vidéos sur YouTube, des podcasts, des mix, je vais dire tout simplement, mais des mix thématiques. Et à chaque fois qu'on faisait des cycles thématiques, si on a le temps, on en montrera après, on avait toujours un versant numérique de notre cycle thématique, donc des audioguides, des petits sites internet, etc. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est... donc, ce que je commence à dire, c'est que... Donc, vous voyez, on a le portail patrimonial qui est assez austère, qui, si on manie bien, est quand même assez pratique. Donc, si je mets juste jazz en numérisé, hop, documents sonores, on se retrouve avec 1373... 78 tours de jazz numérisé. Donc là, j'ai vraiment fait ça au hasard. Mais il y a beaucoup de musique classique, beaucoup de chants, opérettes, voilà, un peu de musique du monde, pas mal de jazz, mais voilà, qui sont numérisés avec les... Mais ça reste un catalogue qu'on écoute si on veut aller chercher ça, si on fait l'effort d'aller sur un catalogue spécialisé bibliothèque. Ça fait beaucoup de clics pour accéder au... Il y a tout le disque ou il y a juste un morceau? Non, c'est tout le disque. C'est les 78 tours, donc c'est les faces entières. Ok. En fait, à Paris, il y a deux catalogues. Le catalogue des bibliothèques de prêt, qui est vraiment le catalogue des bibliothèques de quartier, et le catalogue des bibliothèques patrimoniales et spécialisées, où vous avez tous les fonds patrimoniaux. C'est deux réseaux un peu parallèles qui cohabitent ensemble à l'île de Paris, c'est une des spécificités. Bibliothèque spécialisée à Paris, vous avez la bibliothèque des arts graphiques Fornay, la MLP en fait partie, Truffaut du cinéma, bibliothèque historique de la ville de Paris, etc. Du coup, vous vous limitez à tout ce qui est libre de droit pour que alors, ça soit justement, écoutable à la fois tout à fait. chez le particulier et chez vous. Alors, toute la musique, c'est que des choses qui sont libres de droit, qui ont été numérisées. Ce qui est imprimé, il y a différentes restrictions suivant les droits, mais ça je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais ce qui est téléchargeable et écoutable, c'est libre de droit. Et moi j'avais cette idée depuis longtemps, c'est d'utiliser ça pour en faire des samples, des ateliers, ou je sais pas quoi, enfin il y avait cette idée de... Et en fait ça a été précipité avec le Covid, on s'est retrouvé finalement confiné assez longtemps, avec pour ceux qui le souhaitaient, continuer à faire des projets,
le numérique était devenu une porte d'entrée assez, voilà, une grande ouverte. Et donc moi j'ai fait cette proposition de faire de proposer des samples en fait à partir des 78 tours qui étaient en ligne. Et en fait c'était, je sais pas si vous vous rappelez, c'était un moment où vraiment on disait regardez ce film, écoutez cette. En fait on était vraiment dans la proposition d'être spectateur et nous on s'est dit on va proposer d'être acteur et de s'amuser un petit peu. Donc on a fait une proposition de 50 samples 78 tours. Alors 50 samples et 50 textes 78 tours. Qu'on approuve, donc je vous fais écouter, c'est des petits samples très courts. Hein. C'est des boucles. En fait, vous pouvez télécharger tout. Ça fait une playlist avec 30 secondes chaque fois. Oui, c'est ça, c'est des samples en fait. Des boucles, je veux dire, c'est des boucles. Vous téléchargez ça, vous le mettez en boucle. Donc on peut télécharger un par un, mais vous pouvez aussi télécharger tout le fichier d'un coup. C'est Bandcamp là, non? Ah ouais. Alors voilà, je vais peut-être y arriver après, mais il y avait aussi les 25 textes 78 tours qu'on a proposés en parallèle. Alors là, c'est le texte entier de 78 tours. Puisque la coupe saquée, allez les gourgandines, bougions de l'attirance que je proposais. Il y a de la poésie, des textes, un peu de théâtre. Il y a quand même un discours du pape aussi. Libre droit, tous. Oui, ah oui, c'était. Oui, parce que c'était Ouais. dans le domaine public en fait. Oui, c'est ça. Tout ce qui était dans le domaine public, donc libre de droit, donc ça, on s'en va. Donc après, l'idée, c'était comment proposer ça au public. Donc moi, j'ai proposé d'utiliser Bandcamp, parce que sur Bandcamp, en fait, on peut proposer le téléchargement gratuit. Alors, ils proposent 200 téléchargements par mois, gratuitement. Et après, en fait, il faut payer si vous voulez proposer plus de téléchargements gratuits. C'est une boîte, c'est le truc. Donc nous, pendant le temps du Covid, où on était confinés, on a un petit budget pour permettre qu'il y ait plus de téléchargements gratuits. Et en fait, c'était... Alors, je n'ai pas regardé mais c'était vraiment... Ça a bien marché. Donc, en fait, on a proposé ces 78 tours, ces 70 tours, ces samples de 70 tours à télécharger, avec des petits tutos. On pointait vers des logiciels libres pour comment créer de la musique, des boucles, etc. Et on a reçu finalement de quoi faire un album de 78 tours. Il y a deux tours. Ça c'est le sample. Et ça, c'est les gens qui vous l'ont envoyé. Ouais. Donc en fait, pour être franc, j'avais demandé à un ou deux amis musiciens de faire un premier test pour promouvoir le truc, mais ça a plutôt bien pris. On a eu 16 retours comme ça. C'était pas mal diffusé. Alors à l'époque, beaucoup de bibliothèques, peut-être certains parmi vous qui étaient à la CIM, avaient relayé le truc. Ça avait été relayé par je sais plus comment ça s'appelle, Culture chez vous, c'était le truc mis en place par le ministère de la Culture qui recensait les initiatives. Mais au final, c'était intéressant parce qu'on se retrouve avec des artistes qui se sont emparés de ça. Ça a été téléchargé vraiment plusieurs milliers de fois, beaucoup plus que de résultats qu'on nous envoyait, mais c'est vraiment pas grave. Les mecs sont motivés pour faire un truc, c'est bon. Alors celui-là était beaucoup utilisé, ce sample. Il est bien celui-là. Il est bien celui-là. Il est dansant. Il est plus lent là, tu vois, que tout à l'heure. Mais voilà, un projet comme ça, ce qui était intéressant, c'est qu'on cochait plusieurs cases, entre guillemets. Alors c'était pendant le Covid où on a un peu plus de temps pour faire ça, mais on faisait découvrir notre fond patrimonial de 70 tours, parce qu'il y a un article qui expliquait d'où ça venait, que ça ne sortait pas nulle part. On faisait tout un topo sur ce qu'était le domaine public et pourquoi c'était libre de droit. On proposait aux gens de télécharger des liens vers des tutos pour utiliser des logiciels MAO, voilà. Et on propose aux gens de créer quelque chose à partir de ça. Et donc ça a plutôt bien fonctionné parce que ça a rempli cette mission de faire... C'était participatif avec l'usager. On faisait découvrir
un fonds patrimonial un peu aride, comme j'ai montré, si on doit passer par un catalogue un peu froid, un peu aride, pour découvrir ce patrimoine-là. La page existe toujours, voilà. pour savoir comment on fait. Pardon ? Est-ce que la page d'explication existe toujours? Il y a toujours un article, si vous tapez remise de 78 tours médiathèque musicale, vous devrez trouver sur le portail de bibliothèque de près, je sais plus. C'était quoi la plus jeune âge de personnes qui aient participé? En fait, on n'avait pas vraiment de détails, on n'a pas eu tous les détails, on a dialogué avec certains. Nous, on leur demandait un mail, alors, tout ça c'est en Creative Commons, donc ils ne pouvaient pas faire d'argent dessus. Je ne sais plus quel Creative Commons on avait choisi. On avait un peu bordé ça pour que ce soit pas trop contraignant, mais on reste un établissement de la ville de Paris qui promeut des enregistrements qui ont été numérisés avec de l'argent public, donc on ne fait pas n'importe quoi. Mais on n'allait pas demander le détail des gens, on demandait juste un mail par écrit qui nous autorisait, qui autorisait bien la diffusion sur Creative Commons, etc. Évidemment, tout le monde a joué le jeu parce que c'était un... Probablement des adultes. Probablement. Oui. Il y a des gens qui étaient musiciens. C'est tous des gens qui faisaient déjà la musique, qui ont trouvé une nouvelle source de sample. Il y a peut-être des gens qui ont fait ça un peu pour la première fois. On n'a pas trop su, on n'a pas cherché à... Enfin, si eux nous amenaient pas plus de billes que ça, on n'allait pas gratter, dire mais vous êtes qui? C'était au contraire, justement. Même il y en a qui sont moins pas foufou, on les a mis. Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas l'explication hein, sur la page ci. Si, alors vous avez là, attention, vous avez les interventions de la presse. Ah oui, parce que sur les albums gratuits apparaissent pas sur l'application, ceux qui ont l'application Bandcamp, il y avait des trucs comme ça. Sinon, la démarche, il n'y a pas la démarche du truc. Alors, c'est vrai, alors peut-être au départ, peut-être que tu vois, en effet... C'est peut-être parti du coup, comme c'est... Je crois que tu as toujours l'article sur le portail par contre. Oui, non, mais c'est vrai que vu dans ce sens-là, avec un peu de recul, il n'y avait pas le recul. En fait, si je fais remix... Ah, ok. Mais je pense qu'on va... Voilà. On trouve assez facilement. Hein. Donc voilà, c'était sur ça qu'on avait communiqué, 20 avril 2020, on était dans le dur du confinement, si vous vous rappelez. Et après, c'était... vraiment, il y a tout le truc. D'où viennent ces 75 samples? Enfin, on a vraiment fait quelque chose assez didactique, on en profitait pour faire de la valorisation. C'était un outil pour faire de la valorisation, c'est pas juste... quel genre de musique trouve-t-on dans ces extraits? Voilà. Voilà. Donc c'est... Je sais que les Beatles New York ont fait un truc semblable à décembre, mais finalement, dès que c'est libre de droit, on peut s'amuser à faire plein de choses. Quand c'est pas libre de droit, à partir du moment où le lieu qui diffuse la musique paye la SACEM, on peut tout à fait imaginer des choses comme on avait fait au musée de Tchernouski. C'est dommage qu'il n'y ait pas G. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions. Des structures, est-ce que vous avez des actions en direction des conservatoires? Quels sont vos liens avec les conservatoires de la ville? On en a beaucoup. Oui, c'est vraiment les partenaires privilégiés, enfin, je travaille tout le temps avec eux. Notamment, on travaille beaucoup avec le département de jazz du CRR de Paris. Donc, on a tout un cycle de conférences tout au long de l'année. Les étudiants viennent aussi travailler sur les collections, donc on leur sort beaucoup les vinyles. En fait, il y a une thématique tous les ans. Là, on est on a fait jazz et les femmes, jazz et cinéma. Là, on est sur Los Angeles, justement, on est aussi sur une exposition autour des livres de Los Angeles. Donc, ils travaillent, en fait, ils sont adaptés à notre système qui travaille sur le jazz West Coast. Ils viennent plusieurs jours, donc ils travaillent avec nous, on les aide à faire de la médiation, ils viennent faire une conférence concert, on les aide à mettre un peu aussi à s'exprimer, parce que c'est des musiciens qui sont des professionnels, donc pour eux de savoir aussi parler de la musique, etc. Donc on travaille avec eux. On a une autre collègue qui travaille avec tout ce qui est les musiciens classiques, donc elle reçoit aussi beaucoup. Est-ce que là vous avez intégré le fond des bibliothèques de conservatoire de Lille. Ouais. Et est-ce que vous allez faire de l'animation pour oui, on en fait beaucoup. Voilà. On en fait beaucoup. Là, notamment, on va aussi en faire un. On vient de recevoir le fonds de Jean-Louis Chotan, qui est un saxophoniste de jazz, qui nous a donné tout son fonds pédagogique. Donc, on a une soirée le 10 avril pour l'inaugurer. Donc là, pareil, c'est vraiment un fonds qui voulait être prêtable. Il a donné ses archives à la BNF, les fonds pédagogiques et la médiathèque musicale pour justement qu'ils soient prêtés aux étudiants, etc.
Donc on les reçoit beaucoup, effectivement. Après, il y a, par exemple, c'est l'année Bizet cette année. Donc il y a plusieurs partenariats de plusieurs, la MLP, mais plusieurs bibliothèques de la ville de Paris qui font des partenariats avec des conservatoires autour de l'année Bizet, sur du répertoire. C'est vrai qu'on est beaucoup incité à travailler avec les conservatoires, hein, toutes les médiathèques. Pour le coup, ça fait partie de la direction. Les conservatoires, ils sont municipaux aussi. Oui, ça fait partie de la direction des affaires culturelles. Oui, donc voilà. en plus, c'est dans la même direction, et dans la même sous-direction de l'éducation et de la pratique artistique et culturelle. Est-ce que vous avez l'impression que les enseignants utilisent beaucoup ce fonds? Oui. En tout cas, ceux avec qui on est en lien, oui. Enfin, en tout cas, pour le jazz, pour le coup, oui. Le jazz. Ouais, les enseignants sont hyper ravis. Parce qu'il n'y a pas de bibliothèque au sein des conservatoires. Non, ils ont peut-être de toutes petites bibliothèques, mais c'est pas. Enfin, vraiment, le fond de la bibliothèque des conservatoires, c'est à la médiathèque. C'est à la médiathèque musicale de Paris. Oui, mais c'est vrai qu'on a, enfin, en tout cas, la médiathèque musicale, on est vraiment bien identifié. On travaille aussi avec le Hall de la chanson, qui est une école nationale supérieure justement sur le répertoire de la chanson, qui travaille beaucoup avec nous aussi, qui viennent chercher des partitions qui n'ont pas forcément été chantées, qui eux viennent pour des spectacles en utilisant notre fonds. Voilà, on est beaucoup en lien avec les étudiants. Peut-être Anne, tu veux enchaîner un petit peu sur le jazz? Ça va être beaucoup plus modeste. Ah non, pas du tout. Ah bah si. Non, mais juste 2 mots. Alors, j'ai pas préparé, j'ai pas eu le temps de préparer quoi que ce soit, juste pour vous dire 2 mots. Mais ça sera beaucoup plus. C'est quoi que je dis? Ah, super. Ouais, oh là là, mais t'es tellement formidable. Mais non, mais tout ça, ah non, mais le dit une présidente. Si. Et merci. C'est vraiment ce que j'ai pris moi. C'est formidable. Oui, donc pour vous parler vraiment très modestement, mais ça arrive, on a reçu à la bibliothèque. Donc je travaille à la bibliothèque francophone multimédia de Limoges. Moi, je travaille dans une bibliothèque annexe dans un quartier, mais la bibliothèque centrale qui a donc un secteur patrimoine a reçu un legs de donc Paulette et Jean-Marie Masse. Donc c'est un legs qui contient tout un tas de supports d'enregistrement sonore avec des supports très diversifiés, mais aussi des livres. Des affiches, des notes, des cartes postales. Donc Jean-Marie Masse, c'est le fondateur du Hot Club. Et donc c'est un collectionneur, mais surtout un homme de radio. Et donc ce sont toute sa collection documentaire en fait autour du jazz. Alors c'est une période très spécifique du jazz, hein, c'est pas tout le jazz. Et donc à l'occasion de ce legs, la ville de Limoges, en partenariat avec la bibliothèque, a organisé une très grande exposition de jazz à Limoges, parce qu'il y a eu depuis la Seconde Guerre mondiale, les années 50, Seconde Guerre mondiale, années 50, une grande tradition d'accueil en fait, des jazzmen, notamment américains, à Limoges. Et donc voilà, ce legs a été une occasion de revenir sur le passé de la ville et du jazz. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc ça c'était en 2018. Une fois que l'exposition a été terminée, le fonds Paulette et Jean-Marie Masse a été intégré en fait dans les réserves de la BFM de Limoges. C'est pas du tout un fonds qui est destiné à être prêté. Une partie des documents sonores qui étaient des supports, je ne suis pas très technique, mais qui étaient des supports fragiles, ont été transférés à la BNF pour numérisation. C'est des disques qui étaient enregistrés pendant notamment justement la Deuxième Guerre mondiale sur un support qui se détruit qui s'abîme au fur et à mesure pour l'écoute. Ouais, voilà. Tous ceux-là ont été numérisés. Et le reste de ce fonds a rejoint les étagères, les compactus de la BFM. Et Harlem à Limoges, oui c'est ça.
c'est l'exposition, pardon. Donc pour en revenir, c'est un peu décousu. L'exposition a donné lieu aussi à la publication d'un livre et à l'édition d'un CD. Voilà. Et puis finalement, on s'est dit que depuis 2018, ce fonds qui dort, on a essayé de demander comment on pouvait le faire revivre. Et finalement, on a un partenariat avec un festival de jazz qui s'appelle Éclat d'émail à Limoges. Et tous les ans, on reçoit un concert et on fait de l'écoute musicale. Et on s'est dit, avec Olivier, surtout Olivier, il est là, on s'est dit que ça serait l'occasion de une fois dans l'année ou 2 fois dans l'année de faire un petit peu revivre Paulette et Jean-Marie Metz et leur collection en diffusant des vinyles, donc un choix pendant une sieste musicale qui est à chaque fois thématique et commentée. Et donc on fait une sélection avec Olivier sur un thème qu'on détermine parmi les disques du catalogue. Et c'est comme un peu, on t'a vu tout à l'heure, c'est Olivier qui mixe avec des platines type 7 pour que tout le monde est en train de se détendre dans les transats. Mais voilà, c'est commenté et donc c'est parce que tous ces fonds qu'on lègue, il y en a dans un peu toutes les bibliothèques finalement. Et quand on en a la possibilité, je trouve que c'est bien quand même de trouver des moyens. Alors là, c'est un moyen parmi plein d'autres moyens, oui, comme tes centres de tout à l'heure, mais que quand même on continue à écouter cette musique, qu'on continue à l'écouter d'une façon ou d'une autre, même si le public ne peut pas y avoir directement accès. C'est vraiment sur ça que je voulais insister parce qu'il y a plein d'autres moyens à inventer. Peut-être que vous faites aussi d'autres choses, mais voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. J'avais noté que pendant le festival, il y a eu une demande pour à Edouard Farley de faire une création à partir de certains enregistrements qui étaient dans la collection. Donc c'était intéressant aussi, je trouve que le festival... Donc j'avais noté ça. D'accord. Ouais. Le pianiste, on lui avait demandé de faire une création à partir d'enregistrements. Ouais. Est-ce que vous, ça résonne un petit peu sur des choses que vous faites? Est-ce que vous avez aussi des collections patrimoniales sur la scène locale? Enfin, je sais pas. Oui. À Nice, on a trouvé un truc, on fait travailler le donateur. C'est-à-dire qu'on a eu un monsieur qui a collectionné toute sa vie de l'art lyrique en 78 tours et qui adore en parler. Donc régulièrement, il vient faire des conférences sur un thème qu'il choisit. Et toutes les mamies sont là, parce qu'en plus c'est un monsieur qui présente bien, qui est âgé mais qui présente bien. Et c'est vrai que c'est un donnant-donnant en fait, parce qu'il a eu du mal à se débarrasser. Il a eu du mal à se séparer de sa collection. Et il hésitait entre l'université de Stanford et nous. Et ça a été nous parce que on était à côté et qu'il pouvait revenir, en parler de temps en temps, venir en revoir un autre, etc. Mais c'est vrai que faire travailler le donateur, enfin le mettre en valeur le donateur, c'est vrai que... Mais par exemple, dans un cas comme ça, est-ce que ça vous serait pas intéressant de l'enregistrer et d'en faire sous prétexte, bon prétexte de créer un podcast, surtout s'il est âgé, de sauvegarder parce que les conférences peuvent être filmées, mais de penser le format podcast implique un format justement qui est autre que la conférence. Comme une conférence c'est très intéressant, etc. Mais enfin bon, je sais. Non, mais c'est vrai que c'est bien chercher des idées justement. Et pendant ces interventions, il fait écouter. Puis en plus ça gratte, en fait, c'est du 78 tours, hein, mais les gens sont contents. C'est de l'opéra et de la mélodie. C'est de l'opéra lyrique des années... Que du lyrique, mais opéra. Que du lyrique, oui. Il fait les thématiques, les ténors, c'est ça, c'est un problème. Oui, Stéphane Martin de Médiathèque Nouvelle en Belgique. Donc, nous, on a été sollicités il y a quelques mois par la bibliothèque de Liège qui voulait se débarrasser de plusieurs milliers de vinyles. Et donc des collègues ont été sur place et on ont sélectionné une grande partie. Et ils sont surtout tombés sur un fonds assez rare de poésie sonore et d'entretien littéraire. Qu'on a récupéré, qu'on a encodé et on a sollicité à notre tour à ce moment-là Alex de Force qui est un poète performeur néerlandais
enfin néerlandophone, belge néerlandophone, et donc qui est venu travailler dans nos collections sur cette partie de collection poésie sonore et entretien littéraire, oui. Et donc il a créé une performance qu'il jouera pour la première fois dans une dizaine de jours lors du festival Passaporta à Bruxelles, qui est le plus grand festival littéraire de Belgique francophone et Bruxelles. Donc voilà, c'est un exemple de comment on fait vivre un fonds et aussi de comment on peut sauver des fonds. On a un autre exemple aussi plus local avec le fonds du concours circuit, qui est le plus grand concours, le plus grand tremplin en Belgique francophone, qui avait un fonds de 1200 CD, parce qu'à l'époque, les groupes qui voulaient être sélectionnés à ce tremplin envoyaient leurs CD. Maintenant, c'est tout en numérique. Et donc, à un moment, ils n'avaient plus de place, ils ne savaient pas quoi faire de ça. Et donc, à ce stade, on a récupéré, on a fait un premier tri. Alors, on ne sait pas encore exactement ce qu'on va en faire, mais en tout cas, on l'a sauvé. Et donc, parce que il y a tellement de choses qu'on ne revoit plus qui sont... Parce que là, c'est des choses uniques, en fait. Oui. Parce que ce dont tu parles, c'est pas des choses qui ont été éditées, en fait. C'est des, des genres de maquettes ou des trucs comme ça. Soyons fous, créer un fonds, carrément, c'est possible pour une bibliothèque qui fait son propre petit label. Par exemple, c'est pas possible ça. Bah, comment ça? Bah, par exemple, tu as un super concert, tu peux l'enregistrer dans de bonnes conditions. Tu le crées, tu l'enregistres en CDR, tu l'appelles Made in Bib. C'est une question de direction. C'est bon, alors. Cataloguer les références, par exemple. En fait, c'est hyper intéressant de collecter les choses qui sont locales, quoi. Par contre, là, faut que la direction suive, parce que quand je travaillais à Châtenay-Malabry, on avait enregistré, non pas un, mais 2 disques comme ça avec le chœur amateur du conservatoire. Et il s'agissait de reprendre le cycle de conférences que donnait exprès pour le public de la bibliothèque le chef de chœur sur l'histoire du chant choral. Et bah, ce projet il s'est étalé sur, on va dire, la direction de 2 personnes successives à la bibliothèque. Le premier, la première chose qu'il nous a dite quand on lui a présenté le projet, c'est bon, de toute façon, vous y arriverez pas. Oui, voilà. Donc, il nous a pas mis bâton dans les roues, mais il nous a pas aidé. Tu passais, t'en as toujours. Et effectivement, disons que là aussi, il faut justifier que du temps que tu y passes, et il y a beaucoup de temps que tu y passes, c'est pas sur le boulot. Donc là, il faut savoir en amont ce que tu veux faire, quoi. Et après, disons, c'est un support gratuit, parce que voilà, ensuite, il y a la question de faire de l'argent ou non avec l'histoire d'évacuer tout problème. On avait décidé que tout serait distribué gratuitement. À la même LP, il ne s'est pas posé la question de presser le disque de remix? C'est pas posé la question, on aurait pu, mais là, ça aurait été... Enfin, c'était mort d'avant. Non, mais ça veut dire trouver des lignes budgétaires pour ça. Est-ce que, en quoi c'est vraiment... Vu que tout était numérisé, le propos c'est justement de valoriser des choses qui sont déjà numérisées. Ça aurait pu être une belle finalisation d'en faire un CD qui rejoint dans les collections. À ce moment-là, on peut très bien en faire un CDR pour le patrimonialiser. Mais je sais pas à quel point ça aurait été pertinent. Ce qui pourrait être pertinent, quelquefois, il y a de plus en plus mais ça coûte de l'argent, de personnes qui proposent des gravages à l'unité ou en très petite quantité. Ça, moi je trouve que si on avait la possibilité de graver sur vinyle des concerts qui sont faits à la médiathèque avec leur accord, que ça rejoigne, ce serait beau. Mais il faudrait que ce soit continu pour ses sens, que ça fasse une collection, un fond, donc ça veut dire un vrai choix. Après, des idées comme ça, si ça suit derrière, il n'y a pas de choses à faire. Et puis il y a tous les problèmes de catalogage, par exemple, c'est pas la musique, mais c'est du son. C'est qu'il y a plusieurs bibliothèques qui font du podcast maintenant dans les bibliothèques de Paris. On se pose la question comment mieux les valoriser, parce que c'est du beau travail, mais qui est peu écouté. Donc il faut aussi savoir quelle est la part de... Voilà, c'est l'usager, les bibliothèques ont du savoir-faire, quelquefois ça fait très plaisir de le faire, mais il faut quand même que ça soit justifié.
Donc moi, on va essayer de le... Donc une des premières trucs, c'est de le cataloguer. Donc on va collecter des podcasts de la ville de Paris soient catalogués. C'est le cas pour l'instant. Il y a quelques podcasts qui ressortent sur le catalogue de la ville de Paris, mais ça pose plein de questions. En fait. Mais c'est pas la musique, mais c'est du son. Donc voilà. Là, c'est la fin. Ouais, c'est l'heure. Pour redire... Est-ce que tout... Ouais. Non, juste demain après-midi à 14h, si vous êtes là, je vous encourage à la table ronde qu'on a, et un peu sur cette thématique-là, mais avec justement trois acteurs culturels qui sont emparés de patrimoines musicaux qu'on peut trouver en bibliothèque et voir ce qu'ils en font, et que tout notre travail sert aussi à faire vivre. Et c'est pas que les bibliothécaires, c'est aussi des gens qui vont se servir, des chercheurs, des artistes, Voilà, excellent. Voilà. Super, merci beaucoup. Bravo. C'est mon mail là pour votre... Ok.